Aujourd'hui, en tout cas, nous traitons de connectivité. Cédric Tonnerre, que vous connaissez très bien, qui a animé la table ronde lors de notre dernier colloque, donc va nous parler aujourd'hui d'une étude que Forbis Mazars a publiée récemment sur le sujet de la connectivité entre rapport de durabilité et état financier, euh, et fera évidemment également un décryptage du dernier papier de l'EFRAG sur le sujet. Cédric est associé chez Forbis Mazars. Et puis Lys Chorkes, qui est directrice générale d'Actéo, va également nous parler de la pratique des entreprises. Elle est la mieux à même d'en parler. Je leur laisse la parole immédiatement. Vous savez que vous pouvez partager vos questions si vous en avez sur l'onglet Q&R et nos conférenciers y répondront à la fin de la conférence. Merci à tous de votre fidélité et merci Lise, merci Cédric. Merci beaucoup Sonia, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme le disait Sonia, nous avons préparé une petite synthèse des éléments d'actualité sur la doctrine et sur les études en matière de connectivité, c'est-à-dire plus généralement des effets financiers liés à la durabilité qui soient présentés dans l'état de durabilité ou dans les états financiers. Alors, comme vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, l'EFRAG, la Fondation IFRS et d'autres normalisateurs comme l'ANC ont pas mal réfléchi à ces sujets. Et donc, on s'était dit que c'était l'occasion, avec la publication du discussion paper de l'EFRAG, de faire un petit point sur cette actualité. Alors, comme le disait Sonia, cela fait écho au colloque de Lima. On reprendra quelques éléments de conclusion de la table ronde que nous avions entendue à cette occasion-là, et on va essayer de vous faire une petite synthèse de tout ça. La présentation, pardon, va tourner autour de trois documents finalement. Le premier sera le discussion paper de l'EFRAG, le document, l'étude que nous avons publié chez Forbis Mazars il y a maintenant un peu plus d'un mois, de 2 mois, sur les effets de la durabilité dans les comptes des entreprises. Et puis Lise fera également un point sur l'étude qu'elle avait préparée à l'occasion du colloque. Et nous allons ensuite passer en revue les principaux enjeux matériels, c'est-à-dire la façon dont les entreprises analysent leurs enjeux de durabilité, l'analyse de matérialité qu'elles font, à la fois dans le rapport de durabilité et dans la façon dont ces éléments-là peuvent être retranscrits dans les états financiers. Sur la partie 3, on va faire un focus plus précis sur ces effets financiers en passant en revue les différents éléments qui peuvent être pris en compte dans les états financiers. Et puis, on ouvrira sur les constats et perspectives qui sont un petit peu le fil conducteur aussi du document de l'EFRAG, puisque l'EFRAG a fait une synthèse de ce dont ils ont entendu parler sur ces sujets-là, pour en présenter aussi quelques ouvertures et quelques pistes de réflexion pour améliorer la connectivité. Alors peut-être pour commencer, une petite présentation rapide du discussion paper de l'EFRAG. Donc c'est un document de réflexion qui a été publié mi-décembre dernier, qui fait suite aux travaux d'un groupe de travail de l'EFRAG qui avait travaillé depuis presque 2 ans. Et donc le document fait à la fois une synthèse des travaux et ouvre à consultation sur ce sujet jusqu'au 30 juin 2026. Le document en fait est composé de 3 parties. Il y a une première partie qui avait été publiée dès l'été 2024 qui faisait une analyse de différents concepts autour de la connectivité. Il y a le discussion paper à proprement parler, et puis ils ont publié 17 illustrations qui sont des extraits d'états financiers et de rapports de durabilité qu'ils ont exposés et commentés pour apporter un éclairage sur la façon dont la connectivité est déjà pratiquée par les entreprises.
Donc, ces éléments-là sont récapitulés, vous voyez dans le tableau, sous la forme de 5 chapitres. Les deux premiers étant plutôt conceptuels, le chapitre 3 faisant une synthèse de ces illustrations, le chapitre 4 qui fait vraiment une analyse assez poussée de tout ce qu'ils ont entendu dans les colloques, dans les outreach, etc. Et puis la partie 5 qui vient ouvrir un petit peu des perspectives et suggère quelques pistes d'évolution. Les questions qui sont posées dans le discussion paper sont au nombre de 8. Euh, il y a un premier lot de questions qui va finalement commenter, inviter les parties prenantes à commenter le discussion paper et les différents documents que l'IFRAG a publiés pour solliciter un peu des réactions. Et puis il y a une deuxième partie de questions qui va être plus spécifique sur la partie 4, sur les parties 4 et 5 pour commenter les constats, rechercher des retours d'expérience et susciter des réactions sur les propositions d'évolution ou de perspective que propose l'EFRAG. Alors concernant l'étude que nous avons publiée il y a 2 mois, elle porte, comme les 2 éditions précédentes, sur les enjeux de durabilité dans les comptes. Elle repose sur l'analyse de près de 150 groupes, dont l'ensemble du CAC 40 et de l'Eurostoxx 50, qui représentent 72 entreprises. Et les extraits des comptes ont été analysés, font l'objet d'une petite synthèse qui est regroupée en 75 fiches thématiques classées en 4 chapitres. Alors le premier chapitre va passer en revue la présentation des risques, engagements et actions prises par les entreprises et je dirais l'évaluation globale que fait l'entreprise de ces risques, de ces enjeux de durabilité dans les comptes. Donc on est dans une approche essentiellement tournée sur la matérialité des enjeux. La deuxième partie passe en revue poste à poste les comptes au bilan et aux comptes de résultats pour voir la façon dont les entreprises ont traité et présenté les informations de durabilité dans les différents postes. La troisième partie fait un focus plus spécifique sur les instruments des politiques environnementales euh, pour voir quels sont les mécanismes comptables qui ont été mis en jeu. Et parfois, comme les normes sont souvent silencieuses sur ces sujets-là, recenser un peu la diversité des pratiques et apporter un éclairage sur ces différentes façons de traiter comptablement. Et puis la quatrième partie est une nouvelle partie qui fait écho à notre webinaire ce matin, puisqu'elle porte sur la connectivité. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on est parti des états financiers et on a essayé de remonter à l'état de durabilité, donc l'état ESRS qui a été publié pour la première fois en 2024, pour voir ce que l'on arrivait à connecter effectivement en remontant la piste. Encore une fois, comme les éditions précédentes, les statistiques qui sont élaborées dans le document ne sont pas représentatives puisqu'elles portent, vous voyez, le CAC 40 est surreprésenté dans la base statistique, mais l'objectif c'est plutôt de dégager des ordres de grandeur et des tendances. Et de la même façon, les extraits qui sont présentés ne sont pas identifiés comme meilleures pratiques, mais vraiment plutôt pour recenser les pratiques pour voir ce qui est possible de faire et comment le faire, plutôt que de porter un jugement sur ce que font les entreprises. Je passe la parole à Lise sur l'étude Actéo. Merci Cédric, bonjour à toutes et à tous. Petit rappel sur l'enquête Actéo-IMA qui a déjà été présentée lors du colloque et que vous retrouverez dans son exhaustivité sur les sites IMA et sur les sites Actéo. Donc le périmètre identique à l'étude présentée par Cédric. Alors nous, on est tombé sur 71 entreprises, mais bon, CAC 40 plus Eurostoxx 50.
Ce qui est intéressant, c'est que dans ce panel, 45% d'entreprises se trouvaient dans une juridiction ayant transposé la directive à fin 2024. 38 entreprises françaises et 14 entreprises allemandes sur l'ensemble de ce panel. Sur toutes ces entreprises, 87% des entreprises avaient publié un rapport de durabilité conforme à la CSRD disponible. Alors, carton plein quasiment dans les entreprises qui étaient situées dans des pays ayant transposé, 93%, le delta étant uniquement lié à des rapports qui n'étaient pas encore disponibles à l'époque de l'étude, puisqu'il y avait des clôtures décalées. Et ce qui est notable, c'est que 85% des entreprises qui avaient un siège social dans un pays qui n'avait pas encore transposé, donc comme l'Allemagne par exemple, elles étaient 85% à avoir joué le jeu quand même de publier un rapport de durabilité. Et ces rapports de durabilité, y compris dans ces juridictions-là, étaient audités dans 100% des cas. Alors, vous verrez dans l'étude, les auditeurs étaient tout le temps des gros cabinets d'audit. La plupart du temps, des auditeurs également des états financiers, où là, on peut peut-être apercevoir un premier point vers la connectivité. Et puis, les rapports étudiés dans 60% couvraient la totalité du périmètre de consolidation, ce qui nous a donné quand même une bonne base de travail. Et donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a à la fois regardé, nous, on est parti des rapports de durabilité, on s'est croisé un peu avec l'étude de Cédric, on a regardé d'abord les rapports de durabilité, comment étaient traités les enjeux, et ensuite, on a été voir dans les états financiers s'il y avait un dialogue, en fait, s'il y avait écho de ces enjeux dans les états financiers. Merci Lise. Alors, une fois qu'on a posé un petit peu le décor de ces études, on va rentrer maintenant un peu plus dans le détail de leur contenu. Alors, pour commencer, très brièvement, juste pour poser un petit peu le décor conceptuel présenté par les FRAG, à la fois dans leur papier de 2024 et puis dans les résumés qui ont été repris dans le discussion paper, l'apport de réflexion de l'EFRAG est intéressant, est utile pour appréhender finalement certains concepts clés de la connectivité. Ce qu'on peut dire, c'est que les ESRS parlent de connectivité, la fondation IFRS s'y réfère également, mais les deux normalisateurs ne définissent pas réellement ce qu'est la connectivité. Alors, la principale thèse que prend l'EFRAG, c'est de dire que les composantes du rapport annuel sont autonomes et l'objectif n'est pas de mélanger les informations de durabilité avec l'information financière dans un rapport intégré, mais bien que chacune des composantes reste indépendante, et on le voit dans le petit schéma qui est en bas, le petit schéma gris du rapport annuel, où on voit en bleu marine les états financiers, en turquoise le rapport de gestion avec en gris dedans la composante ESRS. Et donc dans la mesure où chaque composante du rapport garde je dirais son prisme particulier, son référentiel spécifique, la connectivité va être là pour créer du lien entre ces différentes composantes du rapport annuel et donc apporter la cohérence à l'ensemble et rendre complémentaires les informations qui sont données dans chaque partie du rapport annuel. Sur la partie droite, vous voyez la façon dont la connectivité est abordée dans ESRS 1. Il y a quelques paragraphes spécifiques sur ce sujet qui définissent les différentes façons de formaliser la connexion entre une information ESRS et d'autres éléments. D'ailleurs, il n'y a pas que les états financiers auxquels s'intéresse la connectivité, même si c'est principalement les effets financiers, enfin les états financiers auxquels va essayer de se raccorder, vont essayer de se raccorder les ESRS. Et on a 3 niveaux de connectivité qui sont envisagés par ESRS 1. Le premier, un niveau direct par le biais notamment de cross-référence. Une connectivité dite indirecte qui va passer par finalement un rapprochement, un tableau de rapprochement par lequel on va essayer de reboucler avec des informations des états financiers.
et puis une troisième catégorie autre qui regroupe toutes les autres façons d'apporter de la cohérence, de créer un lien plus qualitatif entre l'état de durabilité et une autre information, et en particulier les états financiers. Et je dirais que cette façon de présenter la typologie des liens, c'est vraiment le socle minimum de ce que l'on peut comprendre par connectivité, mais l'EFRAG va un petit peu plus loin. Alors c'est la deuxième partie peut-être de l'approche conceptuelle qui est prise par l'EFRAG, c'est reconnaissant finalement les particularismes de chaque composante du rapport annuel, l'EFRAG constate que certaines conceptions sont parfois orthogonales et donc va identifier les différences de perspective. Si je prends l'exemple de l'état de durabilité, on va être dans une information qui est beaucoup plus prospective, sur des horizons de temps qui peuvent être à moyen voire long terme, versus des états financiers qui sont par définition rétrospectifs. Et puis on va avoir un prisme très juridique dans les états financiers, alors que dans l'état de durabilité, on peut être sur des notions d'engagement, de risque qui sont plus larges. On va avoir un raisonnement par chaîne de valeur versus un périmètre de consolidation, etc. Donc il y a tout un ensemble de notions conceptuelles qui définissent le périmètre des différents états qui est analysé et qui explique finalement à la fois la complexité et la complémentarité du lien qui peut être établi entre les différentes perspectives. Ce que la connectivité ensuite a pour objectif, c'est d'apporter une cohérence du récit, d'apporter pour certains une forme de dynamique, et c'est ce qu'on voit sur le schéma de droite, où on voit qu'il y a des éléments qui peuvent être évoqués dans l'état de durabilité, mais qui restent tellement diffus et complexes, lointains, que c'est la partie vraiment très à gauche des risques inconnus, mais qui sont évalués qualitativement. Et puis, on voit que plus le risque va se concrétiser et impacter les états financiers, plus on évolue vers la droite. Et l'idée derrière tout ça, c'est la notion de matérialité dynamique qui est abordée par l'EFRAG comme étant finalement ce mouvement de l'état de durabilité au spectre plus large vers l'émergence de quelque chose qui va devenir significatif potentiellement à un moment donné pour les états financiers. Et donc c'est intéressant pour les analystes aussi parce que ça leur donne potentiellement, s'ils arrivent à bien comprendre le lien entre les deux rapports, la lecture de l'état de durabilité peut leur donner une perspective et une forme de prévisibilité des flux de trésorerie futurs et de compréhension des enjeux de business et de durabilité qui peut leur paraître très, très utile. Bon, a contrario, si l'information entre les deux états n'est pas cohérente, il y a un risque de crédibilité, de doublons, d'informations manquantes, etc. J'ai essayé de résumer ici en quelques images finalement l'évolution dans l'analyse de l'EFRAG des différents concepts où on part vraiment de la base, de le socle qui est dans ESRS 1 sur la façon de relier les informations, à une définition un peu plus large de la connectivité comme reliant les composantes du rapport annuel qui restent autonomes, à cette notion de matérialité dynamique qui rejoint la réflexion sur quels enjeux de matérialité sont matériels et est-ce qu'il y a une appréciation de la matérialité qui est différente dans les deux états. Et enfin, dernier point sur les effets financiers des enjeux de durabilité qui sont au cœur de pas mal de débats qui ont été au cœur de débats dans la discussion Omnibus et qui restent un point critique d'appréciation sur la définition finalement de ces effets financiers dans les ESRS et dans leur transcription dans les états financiers.
Et on va revenir maintenant sur ces deux dernières notions, la notion d'enjeu matériel et d'effet financier. Alors, sur les Oui, enjeux matériels. sur les enjeux matériels, donc là, c'est une reprise du benchmark de l'étude que nous avons pu faire. Et la première étape a été, alors déjà, on ne l'a pas mis ici, mais c'est d'aller faire une matrice en fait des enjeux les plus matériels, tant en matérialité d'impact qu'en matérialité financière, et de voir comment ces enjeux étaient traités au sein d'abord des états de durabilité. Et surtout, savoir si ces enjeux étaient associés à des politiques et des plans d'action, puisqu'on s'est dit que plus il y avait de politiques, de plans d'action, plus on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences financières associées à ces plans d'action. Alors, on observe qu'il y a quand même 20% des enjeux matériels qui n'avaient pas de plan d'action directement associé et 79% qui n'avaient pas de cible ni d'indicateur rattaché. Mais le plus souvent, il s'agissait des enjeux classés les moins matériels dans les matrices comme la pollution, l'eau ou la biodiversité. En revanche, on retrouve systématiquement des politiques, des actions et des cibles pour les enjeux climatiques, le climat ressortant toujours dans le top 3 des enjeux matériels, tant au niveau de la matérialité financière que la matérialité d'impact. Et puis surtout, 95% de ces enjeux sont quand même associés à des politiques. Ce qui nous a semblé aussi important, et parce qu'on sait que c'est scruté par les utilisateurs, c'était le traitement des plans de transition. Donc déjà, il faut noter que 80% des entreprises du panel déclaraient avoir un plan de transition, un plan conforme à la définition qui en était donnée dans les ESRS. Ces plans avaient des trajectoires de réduction d'émissions alignées à 95% avec les accords de Paris et pour l'essentiel étaient certifiés par un organisme externe. Donc là aussi, on était en mesure, les utilisateurs sont en mesure de s'attendre à des efforts importants pour atteindre ces objectifs. Puisque au-delà de l'information qui peut être donnée dans le rapport de durabilité sur l'existence de ces plans de transition, ce que nous disent les utilisateurs, ce n'est pas tant l'existence du plan en soi qui nous intéresse, c'est surtout de savoir ce que les entreprises mettent en face pour pouvoir assumer ces plans. Donc, on a regardé les lignes de financement et 50% des entreprises, dans leur rapport de durabilité, déclarent avoir mis des lignes de financement dédiées à la mise en œuvre des politiques, principalement sous forme de green bond ou de sustainability linked loans. Ces financements sont là encore majoritairement orientés vers les politiques climat ou les plans de transition climat, ce qui confirme l'importance de ces enjeux pour les entreprises. Outre les financements spécifiques, on a aussi regardé ce qu'il pouvait y avoir comme investissement déclaré sur l'année ou dans des plans pluriannuels. Et les entreprises, dans le rapport de durabilité toujours, ont déclaré prévoir des CAPEX et des OPEX pour mettre en place leur politique. Et si on a identifié et cumulé plus de 93 milliards d'euros de CAPEX, alors hors taxonomie, et ça concerne là encore principalement les enjeux climatiques dans plus de 90% des cas. Il y a une étude qui a été publiée, alors en dehors de l'étude Acteo-IMA, mais sur ces fameuses informations chiffrées sur les investissements en regard des plans de transition, il semblerait que les sociétés françaises soient les mieux disantes. L'information est disponible dans 50% des cas. Les informations semblent plus difficiles à obtenir en Europe. Hors France, on est un peu à moins de 50% des cas et encore plus à l'international dans un environnement anglo-saxon où l'information est disponible dans moins de 20% des cas. Donc, si on passe à l'analyse, à la conclusion des enjeux matériels au sein de l'enquête Acteo-IMA, on se rend compte que le climat ressort très nettement comme l'enjeu prioritaire pour l'ensemble des entreprises du panel, tant pour la matérialité d'impact que pour la matérialité financière. Et c'est également cet enjeu climatique qui a mobilisé et qui mobilise le plus de ressources financières, que ce soit en termes de financement affecté ou d'investissement de réaliser ou planifié. Et 80% des entreprises, comme je le rappelais, déclarent avoir un plan de transition qui démontre quand même un engagement assez fort.
Il nous a semblé ainsi qu'il existait une connexion entre la matérialité de l'enjeu et son traitement dans les modèles d'affaires et les ressources financières allouées sur ce thème du climat. On ne va pas se voiler la face, la connexion devient moins évidente pour d'autres enjeux tels que la corruption, c'est qui est un thème qui ressort de façon récurrente dans le haut des matrices de matérialité, sans qu'il y ait de financement associé, ni parfois même de plan d'action. C'est peut-être là, quand Cédric parlait des sources d'écart entre les attendus et la matérialité des enjeux, qu'il faut creuser sur des approches brutes, nettes ou sur d'autres éléments. Et inversement, alors que les enjeux de pollution, par exemple, et de biodiversité ressortent dans les matrices comme les moins matériels, pourtant, ils sont très souvent associés à des financements ou des investissements dédiés. Voilà ce qu'on a pu tirer comme enseignement de l'enquête Acteo-IMA en regardant d'abord uniquement les rapports de durabilité. Merci beaucoup, Lise. Et donc, moi, j'ai pris l'autre prisme, finalement, partant des états financiers. Vous allez voir qu'on est à peu près cohérent. Euh, Peut-être pour poser un petit peu le décor déjà, dans le périmètre des entités qui sont dans notre étude, on constate que 90% des émetteurs mentionnent au moins un risque ou un engagement climatique dans leurs états financiers et que 70% ont dédié une note dans leur annexe pour traiter de ces enjeux, enjeux que Lise vient de décrire, qui recouvrent à la fois la perception des risques, les engagements qui ont été pris pour faire face à ces risques et les plans d'action et de transition qui ont été mis en œuvre. Je ne reviens pas sur les statistiques qui comparent notamment avec l'édition précédente, mais vous voyez qu'il n'y a pas de changement radical, mais on voit tout le temps une progression, en tout cas, dans la façon dont ces sujets sont couverts. Et donc, on constate que de plus en plus d'entreprises en disent de plus en plus sur ces enjeux-là dans leurs notes détaillées. Alors, si on passe rapidement en revue les différentes composantes de ces enjeux au sein de la note dédiée, commençons par la notion de risque et opportunité, et en particulier la notion de risque physique, qui est abordée et identifiée par la moitié des émetteurs, qui vont détailler le type de risque physique auquel ils sont exposés. On a beaucoup d'analyses qui sont produites de façon qualitative et on a très peu, voire aucune analyse réellement chiffrée sur l'incidence que peut avoir le risque physique dans les entreprises sur leurs actifs. Alors en général, l'analyse se fait en trois étapes, avec une première par laquelle l'entreprise va identifier, faire un inventaire des sites qu'elle estime exposés. Dans une deuxième étape, elle va recenser les différents types de risques auxquels elle s'estime exposée et les scénarios climatiques susceptibles de mettre en danger soit ses actifs, soit son activité. Et il en résulte une estimation du risque de perte de valeur ou de constatation d'un passif qui peut soit être automatique, soit être issu d'une logique de stress test ou de sensibilité. Et sur la droite, on voit la réponse un petit peu au risque physique qui est les enjeux d'adaptation et les plans d'adaptation. Et on voit que la moitié des entreprises qui communiquent sur leurs risques physiques vont également communiquer sur les efforts d'adaptation qu'elles entendent mettre en œuvre pour se prémunir contre ce changement climatique, avec un certain nombre de stratégies qui sont exposées et regroupées dans le petit camembert sur la droite, dont notamment, vous voyez, le transfert du risque résiduel à un assureur, la répartition géographique, qui est un argument souvent invoqué pour expliquer que le risque est diffus et finalement non significatif. Certaines dépenses d'adaptation pour protéger certains actifs,
etc., etc. Alors, j'ai mis un petit peu à part un argument qui est parfois invoqué du transfert du risque dans la chaîne de valeur, parce que certains l'invoquent, mais comme vous le voyez sur la gauche, le risque physique peut être aussi apprécié par les entreprises dans l'intégralité de la chaîne de valeur, dans la mesure où certains expliquent, et je vous cite ici un des extraits du rapport qui cite une, une mention faite par Shell, que le risque le climatique dans la chaîne de valeur peut également avoir des conséquences sur l'activité de Shell, et là en l'occurrence il mentionne les problèmes comment dirais-je, de baisse du flux d'eau dans certains fleuves qui les empêchent de transporter correctement, enfin en tout cas avec les moyens habituels, leurs hydrocarbures, et ont pu freiner leur activité à certaines périodes de l'année. Et donc ça c'est le genre de situation qui montre que même si le risque apparaît dans la chaîne de valeur, il peut avoir des incidences sur l'activité. Mais c'est des mentions qui restent encore relativement rares. La plupart des entreprises raisonnent sur son propre périmètre de consolidation et pas dans la chaîne de valeur. Le deuxième aspect important qui est présenté dans cette note dédiée, c'est les engagements que prend l'entreprise pour faire face à ces risques. Et en fait, à travers l'engagement, il y a deux concepts importants qui sont aussi couverts. C'est la notion d'impact, parce que finalement, quand l'entreprise s'engage d'une certaine façon, c'est pour réduire son impact. Et on retrouve une forme de double matérialité à travers certains des engagements qui sont pris par les entreprises. Et puis c'est aussi une façon de répondre au risque de transition, parce que en réduisant certaines comment dirais-je, certaines émissions par exemple, ou certaines pratiques, l'entreprise va également se prémunir contre une évolution de la législation ou de la demande, et aller un petit peu au-devant de difficultés enfin de se prémunir finalement de difficultés qui pourraient apparaître dans le risque de transition. Les entreprises ne parlent pas d'impact dans les états financiers. Cette notion-là est plutôt réservée au rapport durabilité, mais en revanche, elles vont communiquer sur leurs engagements, sur leurs stratégies, et en creux, finalement, ça revient un petit peu au même, et donc c'est important d'avoir ça en tête. Alors, sur les engagements, il y a deux éléments. Il y a d'un côté la mention des engagements eux-mêmes, et puis de l'autre, il y a le plan de transition ou le plan d'action qui est envisagé pour concrétiser ces engagements. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que 80% des émetteurs ont pris des engagements pour réduire leur empreinte carbone. Et que les 2/3 précisent le périmètre de réduction, mais qu'il n'y en a qu'un quart qui s'est engagé sur ces émissions de scope 3. Donc pour beaucoup, alors que le scope 3 représente encore une très large majorité des émissions, les engagements de réduction ne portent finalement que sur le scope 1 et 2. On a aussi quelques entreprises, donc un quart de ceux qui ont pris des engagements en matière d'empreinte carbone, prennent aussi des engagements sur d'autres sujets environnementaux ou sociaux. On n'a pas d'engagement spécifique sur la gouvernance, mais on a des engagements notamment sociaux que l'on va retrouver essentiellement dans la mention de critères de rémunération en action, donc dans IFRS 2, ou dans les critères qui sont utilisés pour des financements indexés. Et ces mentions sont généralement qualitatives. On n'a pas de quantification de leur effet dans les comptes. Donc c'est plus un enjeu finalement indirectement de gouvernance aussi, mais on y reviendra tout à l'heure.
Dans les plans d'action, les entreprises décrivent souvent les mesures qu'elles vont prendre. Ces mesures sont pas toujours chiffrées, mais certains le font, notamment en termes de CAPEX. On peut avoir dans certains secteurs des communications d'investissement, et Élise en a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est un des faits majeurs peut-être de cette communication sur la durabilité, c'est le fait que les entreprises mentionnent les investissements qu'elles ont faits et qu'elles projettent de faire. On est dans une logique assez dynamique et prospective, finalement, sur la communication de ces CAPEX. Alors, on va avoir comme grande famille d'actions, on va avoir les gains d'efficience avec l'innovation. Donc ça rejoint à la fois la notion de CAPEX, mais aussi on va avoir des frais de R&D, avec toutes les complexités que ça peut avoir, c'est-à-dire que c'est à la fois de la charge, mais ça peut être aussi activable sous certaines conditions. Et les entreprises vont pas vraiment, in fine, faire le distinguo dans leur annexe. Elles vont parler de dépenses plutôt que de qualifier comptablement cette dépense, à savoir est-ce que c'est une immobilisation ou une charge. À la limite, peu importe. Ce qui est important, c'est de montrer l'effort, je dirais, chiffré qu'elles font pour atteindre cet objectif. Les autres conséquences, c'est l'électrification et le recours à certains contrats, et on y reviendra tout à l'heure, l'approvisionnement, et puis éventuellement quelques contrats de partenariat, etc., mais qui sont beaucoup plus rares, mais qui montrent aussi une évolution dans la façon de penser, d'organiser leur business plan, leur activité, qui pourra avoir aussi potentiellement des incidences. Dernier point sur cette première partie, sur la matérialité, les entreprises vont, après avoir fait cette description, généralement conclure sur la matérialité des enjeux qu'elles viennent de décrire. La conclusion est souvent qu'elles constatent que ces enjeux ne sont pas matériels, et elles essayent d'expliquer en quoi elles considèrent qu'ils ne le sont pas. Souvent, ce que l'on a en parallèle de cette conclusion, c'est aussi une mention d'une incertitude future. À savoir que, certes, aujourd'hui c'est pas matériel, mais on suit ça de près. Il y a potentiellement un certain nombre d'impacts, d'incidences qui n'ont pas encore été mesurées. On sait que il y a des incertitudes très fortes sur tel ou tel type de risque, et donc les choses peuvent être amenées à changer à l'avenir. Il y a aussi des trajectoires qui sont liées, par exemple, à l'arrêt du charbon ou à l'arrêt de certaines énergies qui peuvent modifier. Donc il y a une certaine prudence qui est exprimée pour garder une notion sur ces incertitudes, et qui peut être mentionnée dans l'annexe à ce propos. Pour conclure sur cette partie, je vous présente un exemple d'une des illustrations qui se trouve dans le discussion paper de l'EFRAG, et qui va un petit peu répondre à l'interrogation de savoir est-ce qu'un sujet peut être matériel dans le rapport durabilité et pas dans les états financiers. Et là, sur la partie gauche, vous avez l'exemple d'une entreprise qui indique que un certain nombre de sujets liés aux droits humains a été considéré comme significatif dans le rapport durabilité, mais ils expliquent que ils n'ont pas eu d'incident, ils n'ont pas eu de plainte, ils n'ont pas eu de situation qui les amenait à considérer qu'il y a un impact financier suffisamment significatif pour que ces éléments-là soient rapportés dans les états financiers. Et donc, bien naturellement, dans la partie droite, qui est censée représenter les états financiers, nous n'avons rien. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est à la fois de montrer que il y a une différence d'évaluation sur un enjeu de durabilité, et que cette différence est expliquée. Ici, c'est dans le rapport durabilité, mais on pourrait imaginer des situations dans lesquelles l'explication pourrait se trouver dans les états financiers ou dans les deux.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça répond à une attente assez forte des lecteurs des comptes, qui, constatant une mention assez large de sujets significatifs dans l'état de durabilité, se demandent pourquoi ces éléments-là n'ont pas d'incidence sur les comptes. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, avec les ESRS, il y a de nouvelles parties prenantes qui s'intéressent au rapport annuel et qui n'ont pas forcément la même culture de comptable pour appréhender l'origine de ces différences. Et donc ce qui est important ici, en termes de connectivité, c'est de bien expliquer l'origine de ces écarts, qui peut être multiple. On peut avoir, par exemple, dans une entreprise de service, on peut avoir des enjeux de durabilité qui vont avoir un effet dans les états de durabilité, mais un terme suffisamment lointain pour dépasser finalement la durée d'utilité des actifs ou bien de certains enjeux passifs, et donc ne vont pas avoir de conséquences comptables parce qu'on n'est pas sur les mêmes horizons de temps. Mais tout ça doit être quand même expliqué, ou bien parce que dans l'état de durabilité, on va avoir un raisonnement en brut, on va raisonner sur un risque brut et on va envisager des mesures de transition qui vont atténuer le risque de telle sorte qu'à la fin, on considère que dans leur ensemble, ces risques-là ne sont plus significatifs dès lors qu'on aura pris les mesures correctes. Alors que dans les états financiers, on va avoir un raisonnement plutôt en net dans la mesure d'un test de dépréciation, par exemple. Et donc, on peut ne pas avoir la même appréciation de la matérialité, quand bien même la notion de matérialité financière serait définie de la même façon dans les deux référentiels. Passons maintenant un peu plus en détail sur les effets financiers. Donc là, on est on est au niveau de chacune des lignes du bilan et du compte de résultat qui peuvent être potentiellement impactées par les enjeux de durabilité. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans notre étude, nous avons une soixantaine 75 même fiches thématiques sur ces enjeux-là. Donc l'idée, c'est pas de passer en détail toutes les incidences possibles. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a essayé de résumer les principales catégories d'effets financiers que l'on peut dégager de ces illustrations, avec premièrement les informations qualitatives et contextuelles, et je vais revenir un peu plus en détail sur chacune d'elles, sur les effets financiers courants ou projetés, les estimations comptables et les incertitudes, et puis les traitements spécifiques à des politiques publiques, liés à des instruments de politique publique. Ce qu'on peut constater dans les états financiers, c'est que, comme le disait Lise tout à l'heure, les effets financiers vont essentiellement concerner le climat, et malgré tout, même pour le climat, tous les sujets ne sont pas abordés. On va être essentiellement sur des logiques de décarbonation, mais sur le risque physique ou les enjeux d'adaptation, je le mentionnais tout à l'heure, on a assez peu d'informations quantifiées. Et même sur la décarbonation, finalement, la partie scope 3 est généralement peu chiffrée. Et puis sur les autres enjeux, et ça rejoint complètement les conclusions que Lise exprimait tout à l'heure dans sa revue du rapport de durabilité, on a très peu d'autres mentions, d'autres enjeux environnementaux, si ce n'est quelques litiges et des risques et des provisions sur des enjeux de pollution ou de conduite des affaires. Mais par exemple en matière de biodiversité ou même dans le social, on ne voit pas d'enjeux financiers. Très détaillés en tout cas. Alors, si je passe en revue les différentes composantes du petit disque que je mentionnais tout à l'heure, on va commencer peut-être par l'information qualitative et contextuelle. Je ne vais pas revenir sur ce que je viens de vous dire sur la notion de risque, engagement, action. Là, on va vraiment être dans les notes dédiées à chaque sujet, dans l'annexe, et où on va retrouver des éléments plutôt d'analyse contextuelle et narratif. Alors, on va avoir principalement ce type d'informations
sur les rémunérations en actions, par exemple, l'IFRS 2, qui font quand même l'objet de... Il y a presque 70% des entreprises qui mentionnent des critères de durabilité dans leur rémunération en actions. Et vous voyez dans le petit disque sur la droite que plus de 50% de ces critères représentent au moins 20% finalement de la rémunération. Donc c'est quand même une composante assez importante aujourd'hui de la rémunération en action qui est orientée sur des indicateurs ESG. Alors on n'a pas de chiffrage, on est vraiment dans quelque chose d'assez narratif. Des incidences que peut avoir cette orientation. Et je pense qu'il faut le considérer peut-être plus comme une démonstration de l'implication de la gouvernance que réellement comme un effet financier significatif dans les comptes à proprement parler, puisque ça ne va pas modifier le résultat de façon forcément significative. En revanche, ça démontre vraiment l'implication de la direction. L'autre grande famille d'informations que l'on voit de façon narrative, c'est sur l'information sectorielle. Et c'est peut-être une nouveauté de l'étude 2024, où on voit beaucoup plus de mentions faites des enjeux de durabilité aux bornes d'un secteur, d'un segment. Avant, on avait dans la note globale cette information-là. Maintenant, dans certaines notes dédiées, dans l'information sectorielle, on va retrouver lors de la présentation de chacun des secteurs une exposition particulière au risque ou à la performance, parce que ça peut être aussi en termes d'opportunités, que sont présentés les enjeux de durabilité. Avec peut-être deux prismes, on a le secteur de l'énergie, qui en général va présenter une activité par secteur, c'est-à-dire selon le type d'énergie, avec en général une note dédiée, un secteur dédié aux énergies renouvelables. Et puis les autres secteurs, donc non énergétiques, et en particulier dans l'industrie, où on peut avoir des entreprises qui vont présenter leur exposition particulière. Et c'est des éléments qui intéressent beaucoup les analystes parce que souvent les enjeux de durabilité sont complexes à appréhender aux bornes du groupe pris dans son ensemble. En revanche, ça les intéresse beaucoup d'avoir cette information au niveau d'un segment parce que le segment, ça traduit une partie de l'activité et ça leur permet de distinguer notamment les activités qu'ils considèrent comme plus durables, moins durables. Ça traduit aussi l'évolution potentielle du business model de l'entreprise et de la façon dont elle identifie des opportunités et des risques. Donc c'est une information qui est particulièrement recherchée et qu'on voit vraiment émerger dans les publications des entreprises. Deuxième grande famille des faits financiers, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je vois que je prends du retard, c'est les effets courants ou projetés. Et là, on revient un petit peu sur les OPEX et les CAPEX dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cadre du plan de transition. Et là, on peut avoir des chiffrages assez détaillés. Je l'ai déjà peut-être abordé tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Ce qu'on constate parfois aussi, c'est lorsque ces informations sont mentionnées dans les états financiers, certaines entreprises font un lien direct avec la taxonomie européenne, pour au moins la partie qui est déjà réalisée, sachant que, encore une fois, dans la matière, on peut avoir des perspectives qui sont un petit peu plus larges, notamment en matière de CAPEX, où les entreprises vont communiquer sur leur plan d'investissement lié à leur plan stratégique. Et à mon avis, on peut assimiler un petit peu ces éléments-là à des effets financiers attendus par certains aspects. Oui, ce qu'on peut aussi peut-être juste relever, c'est que ces dépenses-là ne sont pas toujours des dépenses nettes. C'est pas forcément un coût net. Les entreprises expliquent aussi que ces orientations leur permettent
soit de réduire certaines dépendances, soit de garantir des sources d'approvisionnement ou de prix ou d'accès à certaines ressources, notamment par le recyclage de certaines ressources rares. Donc c'est un élément qui peut aussi avoir des avantages, apporter des avantages économiques. Dans les autres effets directs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a d'autres dépenses, dont le mécénat, les dividendes écologiques qui sont parfois mentionnés. Certains tentent aussi d'expliquer des surcoûts qui sont liés à des risques climatiques, par exemple. Bon, c'est un exercice un peu difficile parce que c'est souvent des mentions qui sont, enfin des effets qui sont relativement diffus et difficiles à évaluer. Alors, troisième grande catégorie d'effets financiers, ce sont les estimations comptables, les incertitudes. Donc ça, c'est en général la première catégorie d'effets financiers à laquelle on pense quand on réfléchit aux effets financiers des enjeux de durabilité, avec en général une description des risques et actions qui se traduisent par, dont on le voit un petit peu dans le petit schéma sur la gauche, qui se traduisent par la définition d'hypothèses. Et là, on peut être, je dirais, dans le rapport de durabilité sur ce niveau de détail. Ces hypothèses vont ensuite être intégrées dans un modèle comptable pour modéliser une estimation, en tout cas un effet financier, et si cet effet financier dépasse certains seuils, comme par exemple dans le cadre d'un test de dépréciation, on va avoir une estimation comptable de cet effet. Sachant que cette estimation est sujette à un certain nombre d'aléas, et donc il y a aussi dans l'information qui va être donnée, non seulement la façon dont on intègre certains facteurs de durabilité dans l'estimation, mais aussi dont on va appréhender le risque par ces facteurs, à travers des tests de sensibilité, à travers le plafonnement de certaines hypothèses, de flux ou bien d'horizon de temps, etc., pour essayer de modéliser la prise en compte de cette incertitude dans l'évaluation comptable. Ça, c'est pour la partie active. Pour la partie passif, on peut avoir des mentions complémentaires qui sont données en hors bilan sur les flux non actualisés, avec des calendriers de flux. Et puis, dans cette partie estimation, on a aussi, pour les établissements financiers, des estimations très spécifiques à leur secteur, enfin, pas qu'à eux d'ailleurs, mais c'est quand même plutôt eux qui sont les premiers concernés, notamment sur le risque de crédit. Et la façon dont ils vont modéliser le risque de crédit à partir des indicateurs et des informations qu'ils collectent auprès de leurs clients et de leur portefeuille. Donc voilà un petit peu très brièvement, mais encore une fois, là, il y a toute une grande partie du rapport qui est dédiée sur ces aspects-là et qui met bien en évidence toutes les typologies et l'ingéniosité des entreprises pour décrire à la fois le rôle de ces facteurs et la façon de représenter les incertitudes. Donc un chapitre très, très important pour les entreprises. Sans compter tout ce qui est hors bilan sur des contentieux aussi. Alors là aussi, il y a des éléments un petit peu nouveaux depuis quelques années. On voit apparaître des mentions sur des contentieux pour éco-blanchiment, pour responsabilité dans le cadre du changement climatique, qui n'existait pas il y a quelques années. Quatrième partie là, des effets financiers, c'est la représentation de schémas comptables qui peuvent être un peu complexes et qui sont liés à des instruments des politiques environnementales. Alors par politique environnementale, nous visons trois grandes catégories qui sont représentées dans le disque à gauche. Il y a tout ce qui est lié à la décarbonation, dans lequel on va retrouver notamment les quotas carbone type ETS en Europe, mais aussi les certificats carbone volontaires.
pour lesquels d'ailleurs on constate une augmentation des mentions, c'est-à-dire que jusqu'à 2024, c'était très rare que les entreprises communiquent sur leurs certificats euh, carbone. Et là, on a quelque chose on a plus d'entreprises qui communiquent sur leur crédit carbone, à la fois sur la méthode comptable qu'ils ont retenue pour les comptabiliser, mais aussi pour simplement en parler. Et c'était pas évident. Alors, on peut peut-être tenter deux explications. La première, c'est que probablement que par rapport aux engagements qu'elles avaient pris il y a quelques années, on se rapproche du terme de certains projets qui vont donner naissance à des crédits carbone, donc c'était important d'en parler. Et puis peut-être aussi parce que dans certains secteurs, le besoin en crédit carbone est en train d'augmenter de façon très très importante. Je pense en particulier au secteur aérien, qui va faire un fort appel d'air sur les crédits carbone. Bon, je vous rappelle qu'il y a un projet en cours en ce moment à l'ANC pour apporter une proposition de traitement comptable à ces crédits carbone contractuels. Deuxième grande catégorie de politique environnementale, c'est les énergies renouvelables ou les économies d'énergie. Et on va retrouver là-dedans notamment les PPA. Mais on a aussi beaucoup de mécanismes qui peuvent être parfois très complexes liés aux garanties d'origine selon les pays. On peut avoir des schémas qui sont assez compliqués à analyser et qu'on essaye d'exposer dans le document. Juste sur les PPA, ce qu'on constate cette année, c'est un petit peu nouveau et je pense que c'est lié notamment aux recommandations des régulateurs de marché. On a beaucoup de publications en annexe sur la typologie des contrats, sur l'horizon des contrats, sur le volume d'électricité qui est acheté dans ces conditions-là. Alors évidemment, il y a aussi une mention comptable sur la façon dont ces contrats sont constatés, mais on retrouve en hors bilan beaucoup d'informations. Généralement d'ailleurs davantage d'informations dans les états financiers que dans l'état de durabilité sur ces contrats d'approvisionnement en électricité. Généralement c'est plutôt de l'électricité, mais parfois il y a aussi sur du gaz. Donc voilà, quelque chose également d'un petit peu nouveau en 2024. Dernière grande politique environnementale, c'est tout ce qui touche à la finance durable, avec deux aspects, et Élise en a un peu parlé tout à l'heure. C'est d'un côté la partie emprunt, avec deux catégories, hein, les emprunts qui sont indexés sur des critères environnementaux et les emprunts qui sont dédiés à un objectif spécifique. Dans cette deuxième famille-là, on va retrouver notamment les obligations vertes qui ont été récemment, qui ont fait l'objet d'une réglementation européenne. Et puis l'autre grand aspect de la finance durable, finalement, c'est l'autre côté, c'est la partie asset management, c'est l'investissement responsable, avec plusieurs types de véhicules qui peuvent être utilisés et des méthodologies d'allocation des actifs et de leur notation qui peuvent être également détaillées. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Alors là encore, un petit exemple, extrait du DP de l'EFRAG. Exemple que je trouve particulièrement éclairant sur la façon donc de connecter des points d'ancrage. Donc là, on est vraiment sur un sujet bien spécifique qui est une provision environnementale. Sur la partie gauche, en vert, vous avez un extrait de l'état de durabilité qui mentionne une pollution qui a eu lieu dans un groupe il y a quelques années, qui a donné lieu à un certain nombre de travaux de rémédiation et surtout on voit dans cette note dans le rapport environnemental les mesures que le groupe a prises pour se prémunir à l'avenir de ce type de situation, donc les engagements qui sont pris, et donc la dimension vraiment environnementale et stratégique qu'ils y posent. Et puis sur la partie droite en bleu, on a le même sujet, mais abordé sur le plan comptable, avec une analyse du montant potentiel du sinistre et une explication de l'analyse selon IAS 37 qui a conduit à ne pas comptabiliser de provision, mais à expliquer pourquoi et à donner toutes les informations requises par IAS 37 dans ce type de situation. Et je trouve que cet exemple est assez éclairant à la fois de la cohérence
attendue finalement des deux États sur un événement majeur pour l'entreprise et de la complémentarité des points de vue dans les deux rapports. Donc c'est un exemple que je trouve particulièrement illustratif d'une connectivité au niveau d'un point d'ancrage, et en l'occurrence ici une provision. Voilà ce que l'on pouvait dire brièvement sur les effets financiers, pas si brièvement que ça. Je vais passer au constat et perspectives qui sont détaillés à la fois dans le rapport de l'EFRAG et également constatés par Lise dans son étude. Oui, merci. Euh, c'est vrai qu'après avoir étudié, comme on l'a fait, ce regard croisé sur les rapports de durabilité et les états financiers, on a essayé d'interroger, de voir ce qui n'était pas dit, et donc d'interroger les membres Actéo sur la perception qu'ils pouvaient avoir sur cette notion de connectivité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont quand même 76% à trouver que ce concept est utile. Ils lui reconnaissent, je pense, ils se reconnaîtront dans les avantages que tu as pu citer et qui ont été mis en évidence par les FRAG, notamment donner de la confiance dans les comptes et assurer cette continuité de perspective. Par contre, j'espère que ce document de l'EFRAG va nous aider puisqu'ils ne sont que 41% à maîtriser cette notion. On sent que c'était à l'époque de notre enquête que c'était encore une notion un peu floue, dont les contextes n'étaient pas très bien cadrés et cette notion d'effet financier voilà, pouvait être parfois un peu floue. On parle de conséquences financières plutôt que d'effets financiers. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont quand même 76% à se dire qu'on va vers une tendance d'indicateurs de performance combinés, donc une performance financière et extra-financière combinée dans un seul et même indicateur, alors que lorsqu'on a examiné ces 71 rapports, il n'y avait que 2 entreprises qui publiaient de tels indicateurs, donc ça laisse une grande marge de progrès. Et puis, ils nous rejoignent, je crois, Cédric et moi, on a eu le même constat, c'est que autant l'enjeu climatique est quand même relativement aujourd'hui bien traité, même si certains en attendent plus et on va y revenir, mais ils sont quand même 63% à considérer que la notion de connectivité devrait aller au-delà de ce seul enjeu climatique. Après, quand on les a interrogés sur quels enjeux en premier, bon, rien n'est ressorti et c'est logique. Là, on retombe en fait dans cette notion de secteur où, voilà, d'où l'information alors pas des normes sectorielles, mais une information sectorielle peut-être, où chaque secteur porte ses propres enjeux et porte son même intérêt pour une connexion. Alors, 76% la trouvent utile, mais on a reçu beaucoup de commentaires sur des freins. Il y a des freins et j'espère aussi que le document de l'EFRAG met le doigt sur ces freins et permet d'apporter quelques premières réponses. Notamment sur la première, c'est qu'aujourd'hui, l'information n'est pas toujours disponible. Tu l'as dit, Cédric, on n'est pas dans les mêmes laps de temps, on n'est pas dans les quantifier, financiariser un impact ou un risque ESG, on n'a pas toujours la donnée nécessaire. Et puis, on n'a pas vraiment aujourd'hui de méthodologie. Donc, voir si les FRAG apportent quelque chose. Ensuite, le gros point crispant, c'est quand même la sensibilité et la confidentialité des informations qui pourraient être données, puisque dès lors qu'on se place dans une donnée, et ça rejoint le troisième point, donc dès lors qu'on se place dans quelque chose de beaucoup plus prospectif, que ce soit sur les risques ou les opportunités, on donne forcément une information assez sensible sur ses projections de business plan ou son exposition qu'on n'a pas nécessairement envie de donner. Et puis, nos interlocuteurs étaient quand même des financiers, on reste des comptables. Et donc, la fiabilité des informations et des estimations, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui, ils ont à cœur et qui peut faire peur, en fait, d'aller donner une information qu'on ne maîtrise pas autant qu'un autre indicateur financier. Merci beaucoup, Lise. Alors, les frags aussi... ah oui, il y avait aussi des petites citations. Très bien. Oui, mais les citations rejoignent un peu ce que tu disais Ouais. tout à l'heure. Le lien n'est pas toujours évident entre la durabilité et la finance. On nous a expliqué, par exemple, que quand on avait identifié un risque dans une entreprise, le premier réflexe, c'est d'abord d'aller prendre des actions correctrices avant de s'étaler sur la place publique sur des impacts. On ne veut pas alerter inutilement et donc cette approche brute nette
Et puis aussi, le fait que l'atteinte des objectifs physiques ne passe pas toujours par des impacts financiers significatifs. Donc, même si on a un engagement fort, par exemple, pour réduire son empreinte, sa consommation d'eau, ça ne va pas nécessairement passer par des CAPEX ou des financements très matériels. Il suffit parfois de quelques leviers finalement assez simples. Et donc, il est logique de ne pas avoir ces impacts financiers dans les comptes. Maintenant, est-ce qu'on doit aller dire à chaque fois dans les comptes, oui, on avait des impacts matériels sur l'eau, mais il n'y a pas d'enjeu significatif financier parce qu'on a trouvé des solutions à moindre coût pour régler notre problème. Voilà, c'est comment ne pas transformer les états financiers comme une liste, en une liste à l'après-vert de justificatifs de pourquoi est-ce que finalement on ne retrouve pas de ballon dans les comptes sur les enjeux matériels identifiés. Je pense que ça rejoint une réflexion plus large dans les ESRS, qui est de dire les ESRS s'intéressent à l'incidence des enjeux de durabilité dans les entreprises, mais ça ne veut pas dire que c'est que dans les comptes. Et finalement, elles ont plusieurs niveaux d'analyse. Il y a le niveau interne en termes de pilotage, de contrôle de gestion. Je pense que tu vas y revenir après sur la gouvernance. Il y a une dimension de rapport financier, et c'est le point ce que l'on vient surtout de développer. Et puis il y a un troisième aspect qui est finalement le signal risque performance que l'on donne au marché et qui va être lu par les investisseurs, et quelles informations ils recherchent et comment est-ce qu'ils vont la lire et l'interpréter. Et finalement, les trois types de communication d'effets financiers peuvent ne pas être complètement corrélés, enfin en tout cas peuvent s'évaluer et être communiqués de façon probablement distincte. Euh, dans les réflexions que les FRAG a menées ou a collectées, on retrouve également un certain nombre de feedbacks à la fois des entreprises, mais aussi des analystes, des auditeurs, etc. Ils se sont basés aussi sur certaines publications, sur des colloques, etc. J'ai essayé de résumer parce qu'en fait, je vous invite vraiment à lire cette partie 4, ce chapitre 4 du DP de l'EFRAG, qui est assez détaillé sur ses feedbacks et qui est assez riche. Difficile à résumer en quelques mots, mais peut-être dans les grandes lignes, ce que l'on peut retenir, c'est les différents points qui sont présentés ici et que l'on va un peu détailler. Le premier, c'est la réflexion sur la frontière des états financiers. Le deuxième, c'est les enjeux d'application et les attentes en termes de référence, cross-référence, et puis information sectorielle. Et puis, on reviendra un peu plus en détail sur les enjeux de gouvernance dans l'esprit que l'on vient d'évoquer. Alors peut-être concernant tout d'abord la partie sur la distinction des frontières spécifiques à chaque État. L'EFRAG a essayé d'illustrer les différences conceptuelles entre l'approche de l'état de durabilité et les états financiers, et pose indirectement une question aux normalisateurs financiers, c'est-à-dire à la fondation IFRS, à l'IASB, sur les projets qui sont en cours de réflexion à l'IASB, et s'interroge si il y a des modifications éventuelles qui peuvent résulter de cette analyse des enjeux de durabilité, avec finalement faisant le constat qu'aujourd'hui les normes comptables reposent sur une logique de droits et obligations, sur l'appréhension, sur une logique de contrôle, sur des probabilités ou des degrés de certitude pour comptabiliser ou informer en annexe, et la question est de savoir si sur des enjeux qui sont peut-être moins faciles à percevoir, il faut élargir les frontières de la comptabilité ou au contraire les resserrer. Dans la question derrière l'élargissement, on a la façon d'appréhender certaines externalités, et dans les points d'impact que l'on a sur la droite en haut de cette slide, il y a la réflexion sur
le projet incorporel de la fondation IFRS pour savoir finalement ce que recouvrent les incorporels et dans quelle mesure l'information sur les incorporels fait partie des états financiers. Parce que là, ce que pose comme dilemme les FRAC, c'est d'un côté l'idée selon laquelle il y a des effets financiers à prendre en compte, mais la question c'est de savoir si ils doivent être présentés dans les états financiers ou s'ils relèvent d'autres parties du rapport annuel ou en particulier du rapport de gestion. Euh, et pareil, l'autre point important qui met en exergue, c'est les engagements hors bilan sur la décarbonation ou sur les CAPEX futurs. Euh, Comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est une information qui est souvent donnée par les entreprises maintenant. Elles communiquent assez largement sur leur plan de décarbonation et sur les plans d'investissement, alors qu'il n'y a aucune demande particulière comptable, aucune exigence, et donc ça peut être un des champs d'investigation potentiels aussi de l'IASB que de savoir quel type d'information serait utile dans les états financiers à ce propos. Mais on rejoint encore une fois le même dilemme de savoir est-ce que c'est une information qui doit être présentée là ou ailleurs dans le rapport annuel. Et à contrario, est-ce que si on part d'une définition plus stricte peut-être de chacune des composantes, est-ce qu'il n'y a pas certains éléments qui aujourd'hui ont une nature quasi prospective, et ça rejoint par exemple la refonte d'IFRS 3 et des projets d'information en annexe sur les perspectives liées à un rapprochement d'entreprise et qui devraient faire l'objet de nouvelles informations en annexe. Est-ce que ces éléments-là doivent être mentionnés dans les états-FI ou est-ce qu'au contraire on devrait les présenter ailleurs? Voilà, le genre de débat, l'EFRAG y va très prudemment sur ce sujet-là parce que l'hypothèse de base c'était quand même de dire que les IFRS sont un référentiel comptable qui fonctionne bien et qui est mûr. L'idée c'est pas de tout chambouler, mais à la marge sur les projets un peu innovants qu'étudie la fondation IFRS, c'était de poser la question de savoir comment les enjeux de durabilité pouvaient contribuer au débat. Autre aspect que l'on voit ici proposé dans la discussion par les FRAG, c'est la question des références croisées. Alors, en pratique, on voit qu'il y a beaucoup de renvois qui sont faits. Alors, plus généralement, dans l'état de durabilité, qui va aller connecter, faire un renvoi vers les états FI. Mais honnêtement, il n'est pas rare de trouver dans les états financiers une référence faite à l'état de durabilité. Alors, c'est pas une référence par incorporation. On va être plutôt dans on fait référence à. C'est-à-dire que, par exemple, dans la note dédiée, les états financiers vont aller dire que si on veut davantage de détails sur les risques, eh bien on peut aller voir dans telle section du rapport de durabilité. Donc ça n'importe pas, je dirais, de l'information de l'état de durabilité dans les états financiers, mais ça permet quand même de montrer la recherche de cohérence qui est établie dans le rapport. Après, les FRAG relèvent quand même que on a parfois quelques duplications, reconnaît que dans les IFRS, dans la mesure où les cross-refs sont définis de façon très réductrice, on s'interdit probablement de faire davantage de liens avec l'état de durabilité, etc. Donc il y a un certain nombre de constats d'amélioration, on est sur quelque chose, me semble-t-il, plutôt formel. Et puis après, ils reprennent le débat sur l'information sectorielle avec alors le constat de l'abandon préjudiciable des normes sectorielles. Ça, c'est plutôt une information que l'on a entendue lors de la table ronde. Hein, c'est pas exprimé de la façon aussi claire dans le DP de l'EFRAG. Mais l'idée, c'est quand même l'EFRAG le présente de façon plutôt positive en disant les analystes ont exprimé leurs fortes attentes sur l'information sectorielle qui permet d'avoir une donnée beaucoup plus précise et pointue, donc plus facilement exploitable à la maille du secteur,
sur les plans de transition et engagement, sur les plans d'investissement, les CAPEX, et sur la distinction finalement entre ce que l'on peut considérer comme une activité durable de celle qui l'est moins. Et donc c'est des informations qui, eux, enfin, trouvent plus facilement exploitables et plus liées au business. Je passe la parole à Lise. Je vais faire juste un petit retour, une petite aparté retour en arrière sur l'information sur les synergies, plutôt en dehors des états financiers pour la partie Peter. Voilà. Dans le document de l'EFRAG, il est question de gouvernance, puisqu'effectivement, c'est quand même un des socles de cette connexion. Ça commence par l'intégration et une bonne gouvernance de ce sujet. Alors, la question qui avait été posée ici, ce n'était pas consacré, faire un focus spécifique sur la connectivité, mais néanmoins, ce qu'il est ressorti de notre enquête et de nos consultations auprès des émetteurs, et notamment aussi lors de la table ronde, c'est que les ESRS ont eu un vrai impact sur la gouvernance générale de l'entreprise. Et donc, c'est la première pierre à l'édifice de cette connectivité. On nous dit, par exemple, et c'est vrai qu'on l'a constaté, qu'auparavant, aucun dirigeant ne disait une DPEF ou un rapport RSE, et que la CSRD a un peu révolutionné cette nouvelle matière, puisque désormais, on en parle dans tous les conseils d'administration. Ce qui est important aussi, et on va faire un petit focus aussi, c'est ce qui ressort beaucoup, c'est que la durabilité maintenant est devenue tellement importante qu'il faut la mettre au même niveau d'exigence et de maîtrise que le reporting financier. Et c'est pour ça qu'on va voir que le rôle de la direction financière est monté en puissance dans la construction de ces reportings ou la construction d'une connectivité au sens large. Ce qui est important aussi, c'est que la connectivité, elle commence aussi en interne et que les ESRS ont eu de vrais impacts au niveau stratégique interne des entreprises. On a entendu, nos membres nous ont expliqué que ça avait permis une réflexion commune autour d'une vraie stratégie environnementale, que c'était aussi un projet fédérateur entre les différentes équipes, les différentes composantes de l'entreprise, que c'était aussi un projet générateur d'opportunités, puisqu'on réfléchit mieux, on réfléchit avec un autre prisme, et que ça permettait une meilleure anticipation et une meilleure gestion des risques à long terme. Donc, même si on ne veut pas ou si on ne sait pas quantifier ces risques à long terme et qu'on est un peu hésitant à communiquer dessus, on reconnaît qu'en interne, se poser ces questions-là, c'est quand même un avantage important. Donc, comme on le disait, tout ça a fait remonter un peu la direction financière en haut de la gouvernance des projets RSE. Et donc, si on passe à la slide suivante, Cédric, on se rend compte, soit quand on lit les rapports où c'est clairement explicité ou quand on interroge nos membres, que l'implication de la finance est de plus en plus forte. Alors, dans une mesure moindre au niveau de la pure stratégie RSE, même si elle est impliquée dans 17% des cas de figure. Et par contre, dans 85% des entreprises interrogées, la finance est dans le lead du pilotage de la construction de ce rapport de durabilité et dans cette lecture croisée dorénavant indispensable des deux états, état financier et état de durabilité. Sur la connectivité en tant que telle, le mot a souvent été mis et quand on étudie les rapports et les entreprises nous l'ont confirmé, ont confirmé l'ordre de grandeur, il y a un peu plus de 20% des entreprises qui disent explicitement avoir mis un process détaillé et structuré pour justement assurer cette connectivité entre les deux états financiers et état de durabilité. Quand on s'est amusé à filtrer un peu les réponses, les observations de notre enquête au prisme de cet impact de la direction financière dans la gouvernance, on s'est rendu compte finalement que le pilotage par la finance et la mise en place d'un process de connectivité semblait avoir un impact positif sur le taux de présentation des effets financiers de la période et des effets financiers futurs. Donc voilà, les ESRS ont eu un impact sur la gouvernance générale de l'entreprise, pour sûr, si je voulais parodier quelqu'un. Notre conclusion avec Cédric, je pense que c'est qu'il y a un double visage, on va dire, de la connectivité.
il y a une connectivité interne qui semble vraiment avoir pris son essor, qui est utilisée par le management, qui l'utilise dans le pilotage de sa performance, de son business model. C'est intégré dans la stratégie et les opérations. On nous dit par exemple que ça fait longtemps que la courbe de CO2 fait partie de la stratégie et que les sujets climatiques sont centraux, non seulement dans le reporting externe, mais aussi dans la stratégie et les décisions d'investissement. Alors pour les grands groupes, l'expression est assez explicite. Ils reconnaissent qu'en interne, voilà, cette connectivité, les effets attendus, les projections des risques et opportunités ESG, surtout climat, sont réellement prises en compte. On a aussi interrogé des plus petites entreprises qui s'est ressorti lors du colloque. Cette notion de connectivité, elle est là, mais elle paraît encore hors sol. Et pourtant, elle est là, quand on laisse parler ces entreprises, l'ESG, c'est au cœur de leur quotidien. En fait, ce sont les défis de demain, les 4 risques majeurs auxquels ils font face, le choc écologique, technologique, les évolutions de modèles sociaux et le risque de transition sur les coûts, comme les droits de douane, par exemple. Donc, on sent que explicitement dit ou pas totalement reconnu, la connectivité interne et le pilotage de ces enjeux-là est lancé et fait pleinement partie du quotidien des entreprises. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore un pas à franchir vers l'externalisation de cette connectivité et c'est pourtant là qu'on retrouve les attentes fortes du marché. Le marché veut, comme le répète le document de l'EFRAG, et comme l'a bien expliqué Cédric, ce qu'il souhaite, c'est un alignement et une cohérence des reportings entre la finance et la durabilité. Et un cran encore plus loin, c'est cette financiarisation et la communication des effets financiers sur les risques, impacts et opportunités. Et là, les entreprises ont encore un feu un peu, on va dire, orange, et on l'a vu, soit parce que les règles du jeu ne sont pas clairement définies, soit parce qu'on ne peut pas tout dire avec les états financiers, soit parce qu'on n'a pas la donnée, soit parce qu'on n'a pas le modèle de valorisation. Et donc, je pense que la prochaine conférence dont Sonia a parlé pourra être intéressante. Ou parce que voilà, on est encore frileux à aller donner certaines informations confidentielles ou trop à risque. Donc voilà, on a aussi entre l'absence totale de transparence qu'on avait peut-être avant, et puis on a aussi une hyper-complexité des normes qui fait que le bon curseur est encore difficile à trouver. Voilà, c'était un peu la conclusion de se dire c'est bien parti en interne, ne nous faisons pas d'illusions, les entreprises ont bien intégré tous ces enjeux et les pilotes. Voilà, de là à aller être totalement transparent, c'est une autre paire de manches. Cédric, je ne sais pas si tu Merci vas Lily. ajouter un petit mot sur cette conclusion. Bah écoute, tu as très bien dit les choses. Je pense que ça se voit quand même dans les états financiers qu'elles sont vraiment appropriées le sujet parce que, encore une fois, c'est la troisième édition de l'étude et on voit qu'on est un peu à un palier, c'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de nouveautés incrémentales. C'est toujours une amélioration, mais on voit pas de changement fondamental dans le périmètre et dans le type d'information qui est donnée. Donc je pense qu'il y a une très grande maturité des états financiers de ce point de vue-là. Après, pour rien vous cacher, quand on a préparé l'étude pour la connectivité, quand on essaye de remonter des états FI à l'état de durabilité, bah, parfois on se perd en chemin, parfois on trouve des informations qui sont pas toujours complètement cohérentes, donc ça reste un sujet d'attention. Mais je dirais, comme tu viens de l'exprimer, la connectivité c'est beaucoup plus que ça. C'est pas seulement ce lien, c'est aussi la réflexion sur les effets financiers. Et je pense que c'est vraiment au cœur des débats dans les 2, 3 prochaines années. Pour l'instant, les entreprises ont mis à profit le délai de 2, 3 ans pour la communication des effets financiers dans l'état de durabilité. Mais il y a une partie quand même de cet enjeu qui est devant elle. L'EFRAG a essayé de proposer dans le discussion paper quelques briques conceptuelles qui permettent un peu de penser, de poser le débat. Je pense que c'est important que chacun puisse y contribuer. Donc je relais quand même la demande de l'EFRAG de participer
cette consultation d'ici le 31 juin, le 30 juin, parce que la matière est vraiment en formation et qu'il y a potentiellement pas mal de choses qui peuvent être ajustées en fonction de vos besoins, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Voilà ce que je pouvais ajouter. On Merci. s'exprimera. Franchement, mille merci, parce que je trouve que c'est très rassurant quand même, ce que vous nous dites. C'est un sujet certes évolutif, et je pense que après le 30 juin, on refera un point évidemment sur les commentaires qui auront pu être reçus par les FRAC sur cette consultation. Mais en tout cas, on voit bien que c'est un sujet quand même stratégique, qui est pris au bon niveau, ce qui est quand même vraiment très rassurant, et que les enjeux matériels sont quand même bien traités, à la fois dans le rapport de durabilité et dans les états financiers. Alors à ce stade, c'est le climat, c'est quand même le sujet le plus matériel, effectivement. Il faut aller au-delà. Pour le moment, vous l'avez dit, on manque de données, on manque surtout de méthodologie, hein. La pollution et la biodiversité, on en parle beaucoup, mais pour le moment, il faut bien le reconnaître, quand même très peu de méthodologie pour rendre compte de manière quantitative, en tout cas, de ces enjeux. J'aime bien le terme de complémentarité. C'est sûr il faut trouver le chemin, comme tu dis, Cédric. Quand on part des états financiers, c'est pas totalement évident de retrouver le chemin qui nous ramène au rapport de durabilité. C'est certainement plus facile de le faire comme on l'a fait, Lise, de partir du rapport de durabilité. Alors certes, ce sont des enjeux bruts dans le rapport de durabilité, mais peut-être il faut quand même expliquer le chemin qui nous emmène à des enjeux nets. Sur l'enjeu net, c'est plus facile peut-être ensuite d'aller jusqu'aux états financiers. Peut-être d'autres éléments dans le rapport de gestion, hein, d'ailleurs, comme tu le Mm. disais. Euh, L'exemple sur le passif que tu as donné, qui est dans le papier de discussion de l'EFRAG, est quand même très intéressant, effectivement, sur le passif environnemental. On voit très bien la complémentarité entre les rapports, et c'est ça qu'il faut rechercher. Euh, sur plein de sujets, effectivement, on a de la complémentarité à aller chercher entre les différents états du rapport annuel. Euh, on n'a pas trop parlé de taxonomie, mais c'est vrai que cette taxonomie, elle aurait dû nous aider pourtant, c'était quand même le but. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus. Enfin, personnellement, je sais que pour moi, au milieu du rapport de durabilité, c'est vraiment un truc extrêmement difficile à lire, qui rend très obscur finalement le rapport de durabilité, qui, hormis ces tableaux difficiles à déchiffrer, et faciles à lire. C'est un peu dommage qu'on ait ça au milieu du rapport de durabilité. Les deux choses que je peux dire deux choses Ouais. peut-être là-dessus. On a quand même des liens qui sont faits. Je l'ai un peu mentionné tout à l'heure sur les CAPEX et les OPEX. Parfois, cette information qui, encore une fois, est donnée de façon prospective et volontaire dans les états-FI peut être reliée à la taxo. Et puis, deuxième élément qui est intéressant, alors j'avais un bon exemple l'année dernière, mais ils ont pas renouvelé l'essai cette année, c'est dommage. Mais C'est un signe. il y avait une entreprise qui avait communiqué sur le chiffre d'affaires qu'elle faisait dans une de ses activités qui était à la fois éligible et alignée, et donc qui méritait l'appellation durable. Et donc elle communiquait sur la progression de son chiffre d'affaires dans cette activité durable. C'est un des enjeux qu'on a, c'est que communiquer dans les états financiers sur un chiffre d'affaires durable expose l'entreprise quand même à des procès d'intention sur l'éco-blanchiment, etc. Donc il y a eu tout un débat sur qu'est-ce qu'on pouvait dire ou pas. Et l'utilisation de la taxonomie, en tout cas sur le caractère vraiment aligné, était un bon argument pour dire que on était sur quelque chose vraiment de durable. Mais bon, encore une fois, la taxonomie n'est pas faite pour ça. Elle gère les secteurs les plus émissifs, donc c'est pas forcément les plus C'est ça. durables. Et puis, donc elle est très parcellaire, donc c'est difficile de s'appuyer sur cette information-là. Mais bon, il y avait un exemple dans l'automobile sur les ventes de voitures électriques qui montrait, qui permettait de mentionner ça dans les états financiers, mais c'est assez rare. C'est vrai que déjà, elle ne permet pas à toutes les entreprises, dès lors qu'on n'est pas dans un secteur sur notre chiffre d'affaires, permet d'être éligible. On va se cantonner à des CAPEX dits individuels. Souvent, c'est les CAPEX de l'année. On n'a pas
On n'a pas cette projection comme on peut l'avoir sur d'autres choses. Et puis, on est aussi contraint par des critères très, très stricts, plus les DNSH. Donc, on peut très bien avoir une entreprise qui a des investissements importants, tant des investissements financiers ou des investissements des CAPEX, enfin, importants sur un plan de transition. Mais s'ils ne répondent pas à tous les critères DNSH, par exemple, on ne va pas les retrouver en fait dans le TAC. On va les retrouver peut-être en éligible, non aligné. Voilà, où on peut aussi avoir des investissements qui sont pas forcément éligibles. Donc, le lien entre les deux n'est pas forcément simple à faire, mais aussi parce que le normalisateur n'a pas à penser à intégrer les deux, mais on ne parle pas vraiment des mêmes définitions, des mêmes objectifs. Donc, c'est pour ça que nous, quand on a regardé les CAPEX, on a été surtout voir les CAPEX qui étaient rappelés ou qui venaient compléter les CAPEX de la taxonomie. Mais c'est vrai que, par exemple, l'industrie automobile allemande, les seuls CAPEX économiques, c'est les CAPEX obligatoires de la taxonomie, et ils sont très, très silencieux sur le reste. Donc, complémentaire, mais pas complètement. D'ailleurs, je crois qu'il y a une information dans les SRS, ils nous demandent à nous d'aller expliquer pourquoi on n'a pas les mêmes CAPEX dans la taxonomie que les autres CAPEX qu'on donne associés à nos plans de transition. Bon, il y a encore une marge de progression, le voir. Oui. C'est ça. Eh bien, ça sera l'objet de notre prochaine conférence, certainement avant la fin de l'année. C'est un sujet, on l'a vu, très évolutif. En tout cas, mille merci. C'était vraiment très, très intéressant. C'est un sujet stratégique, encore une fois, et il faut vraiment qu'on garde le contact pour continuer à se tenir au courant des évolutions sur ce sujet passionnant. Mille merci, un grand merci à tous et à très bientôt. Merci à Merci, tous pour votre Sonia. attention. Bonne Merci. journée. Merci.